radio number one. Les analyses des décisions du Conseil constitutionnel par Ibrahima Fall et Maître Doudou Ndoye, quelles leçons en tirer? Les inquiétudes des Nations Unies sur les manifestations interdites au Sénégal, quelle prochaine législature à l'Assemblée nationale? Pour répondre à toutes ces questions, L'Air du Temps reçoit ce dimanche Abdoul Aziz Diop, conseiller spécial à la présidence de la République, et Djibril Ning, directeur exécutif de la PACT, plateforme des acteurs de la société civile pour la transparence des élections. L'Air du Temps, c'est ce dimanche de 10h à 11h sur iRadio, la première radiovision du Sénégal, avec Alassane Samba Diop. Dimanche 3 juillet 2021, merci d'être à l'écoute de L'Air du Temps qui reçoit aujourd'hui Abdoul Aziz Diop, conseiller spécial à la présidence de la République, Djibril Ning, directeur exécutif de la PACT, la plateforme des acteurs de la société civile pour la transparence des élections. Merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. La 13e législature s'est terminée avant-hier à l'Assemblée nationale. Moustapha Niasse a fait ses adieux aux députés. Il attend donc que la 14e législature se mette en place. Les députés de cette législature seront élus le 31 juillet prochain. Il fera la passation des services. De maintenant, la 13e législature donc est terminée. Quelle décision, quelle analyse peut-on faire de la 13e législature qui est sortie? Les Sénégalais se sont plaints que l'Assemblée nationale ne fasse pas le travail attendu d'elle. Abdoul Aziz Diop, que peut-on dire par rapport à cela? Merci Alassane, merci de votre invitation. Et avant de répondre à votre question, qui est une question très importante, je dis bonjour à mon ami Ning de la plateforme des acteurs de la société civile pour la transparence des élections. J'attire l'attention de celles et de ceux qui nous écoutent sur le fait que pour parler de la 13e législature ou des législatures qui lui sont antérieures, pour en parler très sérieusement, il faut s'intéresser à tout ce qui est consigné dans les documents de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de loi votée par l'Assemblée nationale sans que les débats qui ont précédé le vote de la loi elle-même, son contenu, sa teneur, ne soit consigné dans les livres de l'Assemblée nationale. Et c'est des documents qui sont accessibles au public, dont les hommes politiques peuvent se servir pour comprendre l'histoire des débats, pour s'imprégner de l'histoire des débats et de la teneur des débats de l'Assemblée nationale. Les chercheurs, quel que soit le niveau auquel ils font de la recherche scientifique, peuvent également s'en imprégner avant de dire qu'une législature est bonne ou mauvaise. Et la 13e législature qui s'est terminée hier, comme vous l'avez bien dit, ne fait pas exception. Tout ce qui a été voté comme loi, tous les débats qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale sont aujourd'hui disponibles dans les archives de l'Assemblée nationale. Il faut s'en imprégner. Avant que la presse également ne porte un jugement de valeur sur une législature, je crois que les journalistes doivent prendre le soin d'enquêter, d'aller éplucher les archives de l'Assemblée nationale pour s'en imprégner. Si on le fait, on s'aperçoit que les législatures ont plutôt été bonnes au Sénégal et ont fait avancer la démocratie, entraînant notre pays sur la voie du développement économique et social. J'attire beaucoup l'attention de celles et de ceux qui nous écoutent sur ce point précis d'une documentation sur l'histoire de l'Assemblée nationale, sur le contenu des débats, sur les projets de loi qui ont été votés, quelle que soit par ailleurs la densité, quel que soit par ailleurs les bisbilles qui peuvent marquer un débat parlementaire. Les parlements modernes aujourd'hui sont des parlements qui sont traversés par ces velléités d'affrontement entre députés dans le seul but de promouvoir des lois bonnes pour le pays, mais parfois aussi moins bonnes pour le pays, puisque la perfection, malheureusement ou heureusement, n'est pas de ce monde. Il y a aussi la perception que les citoyens ont de l'Assemblée nationale. Certains se sont demandé, après cette législature, dans le reportage que nous devions faire, est-ce qu'ils sont utiles, les députés, du point de vue des budgets qu'ils votent,
du contrôle du travail du gouvernement sur le terrain. Oui, tout à fait, Alassane Samba Diop. Permettez-moi de me réjouir de l'invitation que vous m'avez faite. Le bienvenu. Voilà, pour vous dire que je viens pour la seconde fois à votre émission, qui est une émission très bien suivie par les intellectuels et les populations. Et vous dire également que je suis heureux donc d'être là pour échanger sur les problématiques très importantes que vous avez l'habitude de soulever, qui, si elles sont bien adressées dans un débat comme celui-ci, peuvent aider notre pays à sortir de l'ornière et à avancer dans la marche difficile du développement. Merci. Et vers, en tout cas, un niveau de démocratie le plus élevé possible. Merci. Pour répondre à votre question, effectivement, il faut dire qu'il y a une perte malgré, en dépit du travail, qui peut être apprécié comme un travail colossal qui a été fait par les députés durant la 13e législature, ce qui a été indiqué tout à l'heure par mon ami Abdelaziz Diop, que je salue par ailleurs de façon déférente, n'est-ce pas, qui est un ami, un collègue de la société civile, n'est-ce pas. Il a fait ses armes dans la société civile, ses humanités, d'autres diront, n'est-ce pas. Je disais, en dépit donc de ce travail qui peut être apprécié comme étant un travail colossal, il faut dire que les populations, d'une manière générale, continuent d'avoir une perception négative de l'Assemblée nationale et surtout de la 13e législature, qui a été marquée par des scandales sur les faux billets, sur le trafic des passeports, par rapport à l'affaire Khalifa Sall et par rapport à l'affaire Sonko, etc., sur la levée de l'immunité parlementaire, etc., etc. Alors, il s'y ajoute que la réforme de 2016, après le référendum, avait ajouté aux compétences de l'Assemblée nationale le contrôle des politiques publiques. Là aussi, on aimerait bien que la loi de règlement qui permet d'évaluer la législature et de voir les avancées, ce qui a été bien fait, moins bien fait et ce qui a été mal fait, que cette loi de règlement soit prise pour qu'on puisse comprendre si au fond l'Assemblée nationale a pu jouer pleinement ce rôle-là de contrôle des politiques publiques. Parce que ceci est extrêmement important, en plus de sa compétence qui consiste à voter les lois et à voter le budget, n'est-ce pas? Nous pensons qu'aujourd'hui, dans ce contexte de mondialisation, où notre pays est traversé par des chocs exogènes, il aurait été important que l'Assemblée nationale puisse jouer à fond son rôle de contrôle des politiques publiques pour amener l'exécutif, n'est-ce pas, à aller au plus près des besoins des populations et à pousser notre pays dans la voie de l'émergence et du développement. C'est ça que je voulais dire sur l'Assemblée, mais si on s'interroge sur le pourquoi, on verra très bien que, à mon avis, cela tient à 2 ou 3 choses. Laquelle? Il y a la composition de l'Assemblée nationale, le niveau des députés. Parce que lorsqu'on investit des députés qui ne savent pas très bien lire le français parce qu'on travaille dans la langue française, ou ont un niveau, je ne dirais pas, d'instruction assez faible ou de culture, simplement, n'est-ce pas, dans un contexte où les assistants parlementaires ne sont pas si nombreux que ça, n'est-ce pas, alors on peut comprendre que les députés ne puissent pas comprendre quel est véritablement leur rôle et jouer ce rôle-là à fond. Les partis politiques ont une part de responsabilité non négligeable parce que c'est les partis qui investissent, n'est-ce pas? Mais également, la loi qui régit notre pays, la Constitution, on aurait pu régler cette question. Il y a des pays où le niveau des députés est réglé. On dit on ne peut pas être député si on n'a pas tel âge, par exemple, on n'a pas tel niveau, etc. Voyez. Il y a donc ce problème de composition, mais il y a le mode de scrutin également. Voyez.
nous sommes dans un mode de scrutin mixte. Mais là, si vous interrogez ce mode de scrutin mixte depuis 83, par exemple, vous verrez que en 91, par exemple, c'était 70 députés, ce qui faisait 140. Donc, la liste proportionnelle était égale à la liste majoritaire. Ça a permis une représentation plurielle, n'est-ce pas? En 83, c'était 50-60 et en 98, c'était 65-55. Vous voyez donc que à part 91 où la liste, le nombre de députés sur la liste majoritaire était égal au nombre de députés sur la liste proportionnelle, en 98, on avait un écart de 10 entre les deux listes, n'est-ce pas? Et en 2001 également, on avait un écart de 10. Et depuis, à partir de 2007, l'écart est allé crescendo à 30, à 40, et aujourd'hui, on est à presque 50 entre la liste proportionnelle et la liste majoritaire. Alors, qu'est-ce que cela fait? Cela fait qu'on est en face du Raougadou, qui prend tout son sens ici, où en fait, les partis les moins forts, même s'ils sont adoubés par des populations, même s'ils ont la confiance des populations, ne peuvent pas être représentés. Vous voyez. Donc, le droit de suffrage est là, quelque part, écorné. Hein? Il s'y ajoute que nous sommes dans un scrutin de liste et non pas dans un scrutin uninominal par circonscription, comme cela se fait en France, où, en fait, c'est le vis-à-vis entre, n'est-ce pas, l'élu et la population, qui donne sa confiance à une personne bien identifiée, qui a un parcours, une identité, n'est-ce pas, des qualités, une compétence, et non pas à une liste comme ça, hein, où les gens se trouvent de façon indifférenciée. Donc, il y a des causes à cette situation qu'il faut remédier, à mon avis, pour arriver à une Assemblée nationale à la hauteur des attentes des populations, des citoyens et de notre pays. Ouais, je demande justement la réforme par rapport à l'élection des députés à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, avec cette situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, où la liste de Yewwi a été retoquée, concernant aussi la liste de Benno Bokk Yakaar, c'était estime aujourd'hui que les gens qui sont les suppléants de Yewwi qui vont aller à l'Assemblée nationale ne sont pas courus des populations. Alors les populations veulent élire une personne qu'elles connaissent et qui va là-bas représenter leurs préoccupations. Donc on est dans une situation où aujourd'hui, des inconnus, entre guillemets, avec tout le respect que l'on doit, seront élus à l'Assemblée nationale, qui n'ont pas été le premier choix des populations à cause de la décision du Conseil constitutionnel. Oui, vous soulevez un problème très important qui correspond, d'après la note que j'ai reçue, la note en préparation de cette émission. Nous allons plancher, nous deux, avec vous sur les décisions du Conseil constitutionnel qui ont été, entre autres, attaquées par deux professionnels du droit, que sont le professeur Ibrahima Fall et l'avocat au barreau de Dakar, Maître Doudou Ndoye. Avant de répondre à cette question précise, je veux simplement, en rebondissant par rapport à ce que disait il y a un instant notre ami Ning, que la crise de la représentation, l'idée, la perception que les populations de tous les pays du monde ont des assemblées nationales est une perception plutôt mitigée, parfois négative, pour une raison très simple, c'est que la crise de la représentation est une crise qui traverse toutes les sociétés démocratiques. Toutes les sociétés démocratiques aujourd'hui font face à une crise de la représentation, pour par exemple les raisons qui ont été invoquées il y a un instant, mais ne prenons pas de vue, il ne faut pas non plus du fait de la crise de la représentation qui a été considérablement atténuée par les textes de loi, par les déclarations, la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Déclaration
des droits de l'homme et du citoyen, la Déclaration africaine des droits de l'homme et des peuples, autant de déclarations qui sont présentes dans les préambules de toutes les constitutions, y compris de la nôtre, font que la crise de la représentation est considérablement atténuée. N'empêche que la crise de la représentation existe encore. Mais les populations ne sentent pas que l'Assemblée nationale prend en charge réellement leurs préoccupations. C'est ça le débat. Les populations auraient une meilleure perception de la prise en charge de leurs préoccupations par l'Assemblée nationale, aidée en partie par la presse, aidée également en partie par la société civile et surtout par les partis politiques qui briguent les suffrages des Sénégalaises et les Sénégalais. Maître Doudou Ndoye a dit lors de son intervention, il était l'invité du journaliste de votre confrère Cheikh Diaby sur M7, la nouvelle plateforme de Cheikh Diaby à qui nous souhaitons un franc succès. Je disais donc qu'il faut absolument que les partis politiques qui représentent, dont les élus représentent à l'Assemblée nationale les populations qui les ont portés à l'Assemblée nationale, s'intéressent davantage, comme le préconise et le suggère Maître Doudou Ndoye, à la formation des citoyens dont ils briguent les suffrages. Cela permettrait de mieux s'imprégner du travail colossal que fait l'Assemblée nationale malgré cette crise de la représentation et malgré cette mauvaise perception. Encore une fois, aidé par la presse qui s'imprègne vraiment des archives, du contenu des archives et des législatures, par la société civile, par les chercheurs à travers leurs publications et par les journalistes à travers les articles de journaux, permet les partis politiques, en les imprégnant davantage du travail qui est fait par l'Assemblée, les populations seront beaucoup plus proches de leurs élus. Cela dit, les griefs portés contre un certain mode de scrutin et le scrutin de liste, il ne fait aucun doute qu'il n'y a pas un mode de scrutin et un scrutin parfait. Le mode de scrutin parfait n'existe pas. Ce que les sociétés démocratiques tentent, autant que faire se peut d'éviter, c'est que le pays ne soit bloqué faute de majorité pour soutenir le gouvernement. Si un gouvernement n'est pas soutenu par une majorité à l'Assemblée nationale, le pays est bloqué. Et ce blocage-là, il faut l'éviter à n'importe quel prix pour une raison très simple. C'est que si le pays est bloqué, ça va dans tous les sens. Et les institutions ne seront plus crédibles. On peut vouloir que le président Macky Sall s'en aille maintenant. On peut vouloir qu'il s'en aille après 2024. On peut y travailler en tant qu'opposant. Il n'y a pas de problème là-dessus. Pour une raison très simple, c'est que nous sommes en démocratie et il est normal qu'il y ait une opposition parce que notre système accepte une opposition forte, républicaine et démocratique. Ce n'est pas le problème. Mais nous ne devons rien faire pour que nos institutions s'effondrent. Parce que si nos institutions s'effondrent, parce qu'on ne les respecte plus, on ne prend plus en compte les décisions prises par nos juridictions, par exemple, ou par toutes les autres institutions, l'Assemblée nationale, le Haut Conseil des cultures territoriales pour le Sénégal en particulier, le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif, l'Assemblée nationale, si toutes ces institutions s'effondrent, le pays deviendra automatiquement inhabitable. Il n'y a aucun doute là-dessus. Pourquoi ? Parce que plus personne n'obéira à personne. Ce sera la guerre de chacun avec chacun. Ce n'est pas ce que les Sénégalais veulent. Le professeur Ibrahim Fall a fait une sortie dans un article retentissant. Doudou Ndoye a accordé une interview au groupe E-Média avec Besbi, le journal, et l'émission Question Direct qui va être diffusée aujourd'hui à 14h. Doudou Ndoye revient sur deux faits en disant que la décision du Conseil constitutionnel par rapport au code électoral est illégale. Ensuite, le fait d'avoir aussi, comment on appelle ça, le fait d'avoir aujourd'hui recalé les listes de Yewwi et les listes de Benno Bokk Yakaar, c'est anticonstitutionnel parce que les partis politiques doivent concourir au suffrage des Sénégalais. Qu'est-ce que vous analysez par rapport à cela ? Merci. Effectivement, j'ai bien lu la contribution du professeur Ibrahim Fall, dont je salue véritablement la qualité et l'exégèse. Parce que véritablement, nous, avec
la difficulté d'être dans l'action et d'avoir du recul, d'avoir la distance critique qui permet de faire l'exégèse, n'est-ce pas, sur cette question-là. Nous ne pouvons que saluer véritablement le travail d'exégèse qu'il a fait sur cette question-là. Parce que nous l'avons dit avant lui, que en fait, il y avait un problème d'unicité des listes, de la liste, disons. Alors, malgré les incohérences, en fait, qu'il faut constater du code électoral, que nous avons indiqué aussi avant lui, parce que c'est l'article L149 qui parle des listes. Et même dans cet article, à la fin, il dit la liste. Sinon, tous les autres articles, notamment l'article L154, est très clair sur cette question-là. Voyez. Alors, donc, il n'y a pas de doute que la liste des candidats à l'Assemblée nationale est une liste unique, indivisible, avec, n'est-ce pas, deux faces. Une face A et une face B. Vous voyez. Ceci simplement parce que justement c'est pour éviter les vacances. Et Ibrahima Fall, le professeur, a dit une chose très importante. Il dit qu'il ne faut pas lire un article du code électoral de façon isolée. L'isoler, parce que vous ne le comprendrez pas, vous allez mal interpréter. Et c'est ce qui a sans doute été fait par le Conseil constitutionnel. Il faut le faire de façon holistique. Holistique, justement, global. Pourquoi? Parce que les suppléants, il faut des titulaires et des suppléants. Parce que le code électoral dit, justement, pour éviter un vide institutionnel, dit que si, en cas d'empêchement d'un élu, sur la liste des titulaires, on prend immédiatement le candidat non élu du même sexe qui est en tête, n'est-ce pas, de la liste des titulaires. Lorsque la liste des titulaires est épuisée, on passe à la liste des suppléants. Et lorsque la liste des suppléants est épuisée, on organise une élection complémentaire, partielle. Voyez. Alors, sauf dans les 3 mois qui suivent, sauf à 12 mois de l'échéance suivante, on ne peut pas organiser d'élection partielle. Voyez. Donc, il faut avoir une vue d'ensemble, c'est pour éviter qu'il y ait un vide institutionnel. Et alors, il faut se demander, poser la question de savoir, qu'est-ce qui va se passer, n'est-ce pas, si un parti dispose d'une liste de titulaires seulement, comme c'est le cas de Bokk Yakaar, ou d'une liste de suppléants seulement. Lorsque cette liste est épuisée, on va organiser des élections partielles sur l'étendue du territoire. Qu'est-ce que ça va engager comme frais sur le plan matériel, comme effort, etc., etc. Et on va arrêter le pays pendant un certain temps, parce que pour un parti, il faut organiser des élections partielles. Vous voyez, ça montre un peu toute l'incohérence de la décision prise par le Conseil constitutionnel. Alors, moi j'ai dit, quand on m'a interrogé sur ça, que le Conseil constitutionnel avait pris des décisions par défaut, en fait. Or, il n'y a qu'en mathématiques où, n'est-ce pas, quand c'est par défaut ou par excès, il n'y a qu'en mathématiques où ça peut faire le bonheur des populations. Et même en mathématiques, lorsque c'est des mathématiques appliquées, par exemple au génie civil, où on fait les ponts, les maisons, les immeubles, etc., quand une mesure est une mesure par excès ou par défaut, on met en place des mesures correctives pour s'assurer que les normes soient respectées. Parce que s'il y a défaut, il y a danger très grave. Mais justement, c'est pour cela que Doudou Ndoye préconise un report des élections pour lui, pour corriger, selon lui, les mesures et les décisions illégales du Conseil constitutionnel. Pour lui, le Conseil a violé d'abord le code électoral, et deuxièmement, le Conseil constitutionnel n'a pas respecté les listes. La Constitution a été violée dans ses articles premiers. Doudou Ndoye l'a bien explicité dans l'interview. Comment faire aujourd'hui pour que cette situation soit dépassée?
Maître Doudndoy qui a dit ce que vous avez dit, et Ibrahima Fall aussi. le professeur Ibrahima Fall qui a versé dans le même sens. Les deux professionnels du droit sont d'accord, me semble-t-il, parce que j'ai lu le texte de Ibrahima Fall auquel j'ai répondu dans les colonnes de votre confrère Le Quotidien. Moi, je vous renvoie à ma réponse à Ibrahima Fall dans les colonnes du Quotidien, si je ne me trompe, de jeudi ou vendredi dernier. Qu'il s'agisse du professeur Ibrahima Fall ou de Maître Doudndoy, ils ont tous les deux planché et justifié leur grief porté contre les décisions du Conseil constitutionnel en disant que la question de l'unicité ne peut être tranchée autrement par le Conseil constitutionnel en considérant que les listes en question sont uniques, qu'il n'y a pas de deux listes. Même si sur une même liste, vous avez une liste de suppléants qui s'appelle liste de suppléants et une liste de titulaires qui s'appelle liste de titulaires. Lorsque deux tableaux n'ont pas le même nom, on peut dire qu'il s'agit de deux tableaux et donc de deux listes. Une liste de suppléants et une liste de titulaires. Mais le Conseil constitutionnel n'a pas été saisi sur l'unicité ou la duplicité d'une liste. Du tout. Les recours faits par le mandataire de Benno Bokk Yakaar et par le mandataire de Benno Bokk Yakaar et le mandataire de Yewwi Askan Wi ne portaient pas sur l'unicité ou non des listes de candidats aux élections législatives du 31 juillet 2022. Je me demande pourquoi le Conseil constitutionnel statuerait sur l'unicité ou non des listes lorsqu'il n'a pas été saisi par les deux mandataires sur cette question-là. Le Conseil constitutionnel a très bien motivé sa décision de justice en tant que juge des élections. Un petit instant. Oui, le Conseil constitutionnel a pris sa décision, Oui. que les juristes là, éminents aussi, qui ne sont pas n'importe qui, Oui. mais on trouve totalement... S'agissant, je vais lire, et c'est très court, on va y aller très vite. S'agissant de Benno de Yewwi Askan Wi, je lis comment le Conseil constitutionnel a motivé sa décision. Le recours de M. Déthié Fall, mandataire de la coalition Yewwi Askan Wi, pour l'annulation de l'arrêté numéro 13389 du 30 mai 2022, par lequel le ministre de l'Intérieur a décidé que n'est pas recevable la liste des titulaires au scrutin proportionnel présentée par la coalition Yewwi Askan Wi pour non-respect des articles L 178.1 et L 179 alinéa 2 du Code électoral est rejeté par le Conseil constitutionnel. Il en est de même de la validation de la liste nationale de la coalition Yewwi Askan Wi composée des candidats titulaires et de suppléants. Maintenant, s'agissant de Benno Bokk Yakaar, voilà comment le juge des élections a motivé sa décision. Le Conseil constitutionnel rejette la demande de M. Benoît Sambou, mandataire de la coalition Benno Bokk Yakaar, d'annuler l'arrêté numéro 013 389 du 30 mai 2022 du ministre de l'Intérieur invalidant la liste nationale des suppléants de la coalition Benno Bokk Yakaar pour non-respect des dispositions des articles L149 alinéa 6 et L178.2 du Code électoral relatif à la parité. Le Conseil constitutionnel a parfaitement motivé, en s'appuyant sur la loi, le Code électoral, ses décisions de justice en tant que juge des élections. Maître Doudndoy n'en parle pas. Moi, j'ai écouté du début jusqu'à la fin pendant 55 minutes d'horloge. Exactement 45 minutes 38 secondes d'horloge sur M7 face au journaliste Cheikh Diaby. Maître Doudndoy n'a pas dit de la manière dont a été motivées les décisions du Conseil constitutionnel, juge des élections. Il a simplement parlé de la chirurgie, de l'intervention, mais n'a pas parlé du chirurgien. Ce qui a motivé le chirurgien pour, c'est Doudndoy qui parle, amputer le bras de Benno de Yewwi Askan Wi et amputer la jambe de Benno Bokk Yakaar. Cela dit, insinuer, alléguer un seul instant que les 7 sages du Conseil constitutionnel n'ont pas lu l'esprit des lois de Montesquieu pour savoir qu'on ne peut pas isoler une disposition d'un corps de loi
insinuer que les 7 sages du Conseil constitutionnel, de véritables professionnels de droit, devenus sages pour avoir pratiqué le droit aussi longtemps qu'ils l'ont pratiqué, ne sont pas si bien imprégnés de l'esprit des lois de Montesquieu que le professeur Ibrahima Fall, et que Maître Doudou Ndoye, c'est vraiment insulter l'intelligence des Sénégalaises et des Sénégalais. Oui, mais donc, je termine là-dessus. Rapidement. Je termine là-dessus en disant que il est inacceptable d'invoquer l'unicité des listes pour laquelle le Conseil constitutionnel n'a été saisi par aucun mandataire pour justifier ce que mon ami Ning appelle l'exégèse de Ibrahima Fall. Ibrahima Fall a observé, mais ne s'est pas observé lui-même. Et c'est sur quoi j'insiste en montrant comment, dans ma réponse à Ibrahima Fall, publiée par votre confrère, Le Quotidien, cette semaine. Oui, mais Ndoye parle de l'illégalité, de l'anticonstitutionnalité des décisions du Conseil constitutionnel par rapport aux décisions qui sont prises concernant les listes qui vont aux élections. Tout à fait, parce que si le Conseil constitutionnel... C'est pourquoi je parle d'une décision par défaut. Parce que si le Conseil constitutionnel était allé jusqu'au bout de sa logique et des dispositions du Code électoral, il aurait simplement rejeté et la liste de Bokk Yakaar et la liste de comment on dit, de Yewwi Askan Wi. Parce que l'article 178 dit effectivement que lorsque une liste est incomplète, c'est parmi les 5 ou 6 mesures de rejet. Et c'est pour incomplétude que, n'est-ce pas, la liste des titulaires de Yewwi a été éliminée. Or, pour incomplétude, on doit rejeter toute la liste. Voyez. Alors, là-bas aussi, la parité est une raison, est un facteur de rejet total de la liste. C'est pourquoi le Conseil ne voulait pas considérer les choses comme un bloc, parce qu'il aurait rejeté les 2 listes. Or, en rejetant les 2 listes, justement, ça aurait été illégal par rapport à la Constitution qui dit que les partis politiques concourent au suffrage universel. Tout à fait. Alors, si les 2 principales formations sont exclues d'élections, comme aux États-Unis, les républicains et les démocrates, que valent ces élections-là? Quelle est la légalité et la légitimité? Même si tant est que ça peut être légal, mais la légitimité est une partie de la légalité au fond. Voyez. Parce que pour revenir à Montesquieu, l'esprit des lois dit une loi n'est pas juste parce qu'elle est loi, elle doit être juste pour être loi. Ça, c'est dans l'esprit des lois de Montesquieu. C'est ça. Oui, il y a un débat de fond qu'a posé M. Ndoye en se disant les suppléants qui vont aller concourir le suffrage des Sénégalais concernant la liste de Yewwi ne sont pas connus par les Sénégalais. Ceux qui ont fait campagne sont ceux-là qui ont venu dans les quartiers. La confiance, elle est faite entre les personnes et ceux qu'ils connaissent. Tout à fait, tout à fait. Non, ils ont totalement raison. C'est ça, parce que les titulaires, c'est les titulaires qui ont des rapports directs, n'est-ce pas, avec les populations, qui sont connues des populations. Mais en dehors de ça... Les gens peuvent même ne pas aller voter. En dehors de ça, c'est justement, j'allais venir ça, parce qu'il y a le droit de suffrage. Ils ne connaissent pas les gens qui concourent. Le droit de suffrage. Les populations qui avaient confiance en ces gens-là, qui allaient voter parce que ces gens-là sont investis, ces leaders-là, peuvent ne pas aller voter, exprimer leur suffrage. C'est-à-dire que ça enfreint le droit de suffrage des populations qui, eux, avaient un rapport avec ces investis-là et allaient voter, exprimer leur suffrage, leur droit de suffrage, parce que ces gens-là sont investis. Une fois qu'ils sont éliminés, n'est-ce pas, cela enfreint un peu leur droit de suffrage. Mais il peut même y avoir, on peut aller très loin dans cette affaire-là, un problème de représentation à l'Assemblée nationale. Parce que si les 2 principales parties, n'est-ce pas, n'arrivent pas à tirer le maximum de suffrages des populations pour avoir le maximum de députés à l'Assemblée nationale, parce que leurs listes titulaires et de suppléants sont éliminées, on peut arriver dans une situation où l'Assemblée nationale, au lieu d'avoir les 172 députés, n'atteindra pas les 172 députés. Parce que les autres petits partis ne pourront pas peut-être mobiliser suffisamment de suffrages
pour envoyer à l'Assemblée un nombre de députés permettant de combler ce vide-là. On peut se retrouver dans cette situation-là pour vous dire simplement combien c'est juste ce problème d'illégalité soulevé par Doudou Ndoye et par le professeur Ibrahima Fall. Je dois dire que je n'ai pas encore lu la contribution de Doudou Ndoye. Ibrahima Fall, j'ai bien lu. Mais est-ce que aujourd'hui Doudou Ndoye qui dit que la sagesse aurait été de reporter les élections, de revoir toute cette problématique, de reposer le problème sur la table pour la stabilité future du pays? Parce qu'il dit même s'il y a élection, si elle continue d'être contestée par les populations, on n'aura pas de stabilité. Tout à fait. Alors, je pense que là, effectivement, on a eu un processus de dépôt des dossiers de candidature marqué par un certain nombre d'incohérences, d'erreurs et de contradictions. Et lorsque un processus est marqué par des vices aussi substantiels, par exemple, la Sénat avait soulevé en disant qu'après le tirage au sort, l'ordre de dépôt n'a été respecté par aucun parti. Rien que ça, c'était un vice assez substantiel dans le processus. Alors, et autre vice substantiel, c'est que les problèmes de liste de Yewwi et de Bokk Yakaar n'ont pas été découverts, identifiés par la commission, dont c'est le rôle, c'est le travail. Durant la période de contrôle juridique, c'est passé, une fois dépassé la période de contrôle juridique, que les autres partis qui ont le droit de consulter les listes autres que leur propre liste ont découvert, Yewwi a découvert le défaut de parité sur la liste de Bokk Yakaar, et Bokk Yakaar a découvert disons, le fait que la dernière personne qui est venue remplacer figurait et à la fois sur la liste suppléant et sur la liste titulaire. Voyez. La commission, dont c'est le rôle, n'a pas. Parce que la commission aurait dû constater ça et notifier à ces partis, n'est-ce pas, le défaut et faire le rejet. La commission n'a pas découvert ou a préféré refiler la patate chaude au Conseil constitutionnel. Voyez. Alors lorsqu'il y a des vices aussi substantiels, ce qu'il faut faire, c'est, et la Sénat aurait pu, parce que la Sénat a ce pouvoir-là, aurait pu ordonner, parce que la Sénat a un pouvoir d'injonction, lorsque l'administration n'a pas fait ce qu'il devait faire, n'est-ce pas? D'injonction pas seulement sur l'administration, mais par rapport aux partis politiques, par rapport aux candidats et aux électeurs. En dehors du pouvoir d'injonction, la Sénat a un pouvoir de dessaisissement et de substitution, nonobstant son pouvoir de saisine. Voyez. Donc, le processus aurait pu être repris simplement. Prenez les États-Unis, quand, après les élections, Trump a contesté les résultats, qu'est-ce qu'on a fait? Le juge électoral a simplement ordonné que le recomptage. Donc on reprend. Il n'y a pas de honte dans une démocratie avancée. C'est preuve d'ailleurs plutôt, c'est facteur de transparence. On a repris pour recompter. C'est pourquoi dans ce pays-là, on ne jette pas les bulletins comme chez nous. Les bulletins sont conservés, c'est pour en cas de recomptage. Et Diouf, qu'est-ce qu'il a fait en 1996 dans les 19 arrondissements, lorsque, à l'époque, l'opposition a contesté, n'est-ce pas, en disant que les bulletins étaient arrivés dans certains bureaux à midi, dans d'autres bureaux, il n'y avait même pas de bulletins. Il a fait faire, après les élections, la proclamation des résultats des enquêtes. Et une semaine après, il a ordonné que les élections soient reprises dans les 19 arrondissements de Dakar. Voyez. Donc c'est ça qu'il aurait fallu faire pour ne même pas arriver au Conseil constitutionnel. Maintenant, sur le Conseil constitutionnel, en tant qu'institution, j'ai mon avis là-dessus, je pourrais le donner tout à l'heure. Doudou Ndoye demande aujourd'hui, est-ce qu'il ne faudrait pas reporter les élections pour régler toutes ces questions-là? Éviter une crise majeure après les élections qui vont arriver. Sur le report, je n'ai pas répondu. Sur le report, s'il vous plaît, pour équilibrer le temps. Allez-y rapidement. D'abord, en finir avec la contribution de
du professeur. Mais non, on avance un peu Non, sur on avance. sur Doudou Ndoye. C'est très rapidement. Sur le rapport. Tous les deux à la fois. Le professeur Ibrahima Fall parle d'illégalité. Mais pour quelqu'un qui a lu comme moi et bien lu la contribution du professeur Ibrahima Fall, nulle part le professeur Ibrahima Fall ne dit dans son texte que les décisions prises par le Conseil constitutionnel sont des décisions mauvaises. Il dit il y a quelque part une remise en cause de la pertinence et il parle également de peu de pertinence. Le fait de dire remise en cause de la pertinence et de peu de pertinence ne signifie pas pertinence du tout. Et le rapport. Donc, sur quoi fonde-t-il donc l'illégalité? Parce que le temps que nous est imparti, le rapport, S'agissant du oui. rapport, Très rapidement. Maître Doudou Ndoye a surtout insisté sur la conformité avec la Constitution de toutes les décisions de justice qui sont prises dans ce pays. Et il a raison d'insister là-dessus. Je veux simplement rappeler à Maître Doudou Ndoye, ce qui n'est d'ailleurs pas nécessaire de lui rappeler, que le Conseil constitutionnel juge de la régularité des élections nationales et des consultations référendaires et en proclame les résultats. Deuxième alinéa, ça c'est le premier alinéa, les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucune voie de recours. Elles s'imposent au pouvoir public et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Envisager le report des élections, ça veut dire tordre le bras au juge constitutionnel. Ça veut dire quoi? Demande au président de la République d'enfreindre la loi, les dispositions constitutionnelles. C'est inacceptable venant de professionnels de droit comme Maître Doudou Ndoye et Ibrahima Fall. Le deuxième point, le rapport, sur le rapport. Voilà, sur le report, je pense que, bon, en fait, nous n'avons pas été pour le report pour deux raisons. Pourquoi? D'abord, le code électoral dit simplement que le mandat des députés de l'Assemblée nationale est de 5 ans. Le pouvoir des députés expire le jour de l'installation de la nouvelle Assemblée nationale. Or, c'était le 14 août 2017 que les résultats ont été proclamés. Voyez. Donc, le 14 août 2022, le mandat sera terminé. Mais le pouvoir de l'Assemblée ne sera terminé que le 14 septembre. La mise en place. Voilà, la mise en place qui correspond à la mise en place, n'est-ce pas? Or, si, disons, on devait décaler, n'est-ce pas, les élections de peut-être d'un an. D'un an, alors ce qui se poserait, c'est un vide institutionnel. Il faut changer la Constitution. Après. Alors, est-ce qu'il faut en arriver là? Je ne pense pas. Ce qu'il fallait faire et qu'on n'a pas fait, c'était qu'il fallait reprendre le processus de dépôt. Parce qu'avant ça, la planification a été bien faite par la DGE, des opérations électorales. Les séances de formation des autorités administratives, députés, préfets, sous-préfets, a été bien faite. L'information, la sensibilisation des partis politiques, ça a été bien fait. Le problème de la caution a été bien franchi. La révision des listes jusqu'à la période contentieuse, ça a été bien fait. On est entré dans la période de dépôt. C'est là où il y a eu problème et c'est cette séquence-là qu'il fallait simplement reprendre. Or, cette séquence ne s'est étendue que sur 2 ou 3 semaines. On aurait pu d'ailleurs, puisque quelque chose a été déjà fait, la reprise n'aurait pu prendre qu'une semaine peut-être. Il y aurait eu peut-être un petit décalage d'une semaine. Ça aurait pu permettre de respecter justement cette date, n'est-ce pas, d'expiration du pouvoir de l'Assemblée, n'est-ce pas, et donc de remédier à la question. Mais le report, la dernière raison, n'est pas possible parce que nous avons la présidentielle dans 16 mois. Or, les opérations qu'il faut dérouler pour arriver à la présidentielle prennent justement 16 mois ou un peu plus de 16 mois. Ouais. Donc vous voyez, ce chevauchement, il y aurait eu chevauchement. Or, le couplage non plus n'est pas une bonne solution. Vous voyez, donc toutes ces raisons militent en faveur du fait qu'il ne faut pas reporter les élections, mais il fallait simplement reprendre le processus de dépôt des dossiers de déclaration. Le dernier point de notre débat, c'est les Nations Unies qui s'inquiètent des manifestations au Sénégal qui sont pratiquement systématiquement interdites. Que le droit à la manifestation est un droit constitutionnel.
un petit mot. Non, c'est important, le débat, on n'a pas le temps. C'est très important. On n'a pas sur ça, ce point. Le point sur le rapport des... On a parlé... Très rapidement, 2 secondes, et j'embraye sur ce que vous venez de dire, sur la question que vous venez de poser. Dans tout ce que nous avons dit jusqu'à présent, nous n'avons pas parlé de la responsabilité des partis politiques au moment du dépôt des listes. Je pense qu'il y a quelque part une entorse à la discipline et à la rigueur, voyez, lors du dépôt des listes de candidats. C'est avec une désinvolture inacceptable, cause du désordre, pour cause de désinvolture inacceptable pour des responsables politiques de cette envergure que nous sommes face à cette situation-là. Le Conseil constitutionnel a pris ses responsabilités, ses décisions sont irrévocables. Nous allons aux élections. Et je me réjouis que M. Nying ait insisté pour les raisons pour lesquelles nous devons aller aux élections. Les manifestations Maintenant, interdites. les manifestations interdites. L'interdiction de manifestation est une exception dans ce pays. Et elle est très exceptionnelle dans ce pays. Le Sénégal autorise les marches pacifiques. J'ai été un très grand opposant du président Abdoulaye Wade. Pas de l'homme, mais de la manière de faire de l'homme de gérer les affaires publiques. Mais cela ne m'empêche pas de dire que Abdoulaye Wade est un grand démocrate. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a enchâssé dans notre constitution la marche pacifique. Ce dont je suis convaincu, et ça toute l'histoire politique peut l'attester, une manifestation autorisée n'a jamais fait tomber un gouvernement nulle part dans le monde. Le pays où l'on manifeste le plus au monde, c'est la France. Les Gilets bleus n'ont pas fait tomber le gouvernement. Mais pourquoi donc Je termine. Le gouvernement de Emmanuel Macron. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que puisque l'histoire a montré, l'histoire politique des démocraties a montré qu'une manifestation autorisée et bien encadrée ne peut pas faire tomber un gouvernement ou abréger le séjour au pouvoir d'un élu, il faut autoriser et encadrer les marches. C'est ma conviction. Mais pourquoi donc on n'autorise pas au Sénégal pour éviter les morts? Je suis en train de répondre à votre question. C'est ma conviction. Et c'est ce que je défends, y compris en réunion politique avec le président de mon parti, lorsque ces questions-là s'invitent dans le débat politique interne à l'Alliance pour la République. Cela dit, demander à des forces de défense et de sécurité, au ministère de l'Intérieur, du fait de ses prérogatives régaliennes, de ne pas prendre les précautions nécessaires pour demander qu'une manifestation soit différée, fait à un autre moment, ne pas le reconnaître. Non, mais elle n'est pas différée, elle est interdite. Elle est interdite, les manifestations. Elles ne sont pas différées, elles sont interdites. Je suis en train de répondre à votre question. Si vous êtes un peu patient, quelques secondes. Oui, le temps. Je termine ma réponse à votre question. Si des responsables politiques sont convaincus de port d'armes, ou bien des manifestants sont convaincus de port d'armes, que ce qui ne s'est jamais vu, vous n'êtes pas sans savoir, Alassane Samba Diop, que nous avons manifesté 1 an durant avec le mouvement du 23 juin, mais jamais nous n'avons été convaincus de port d'armes, nous n'avons été convaincus de vandalisme, nous n'avons jamais été convaincus de saccage. Et le président Abdoulaye Wade n'a pas été renversé par le mouvement du 23 juin. C'est les Sénégalais qui ont fait un autre choix et qui ont porté leur choix sur l'actuel président, le président Abdoulaye Wade. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a aucun mouvement au Sénégal, il n'y a aucun parti politique, aucune coalition de partis politiques qui peut, par la rue, renverser un gouvernement au Sénégal. Ça ne se passera pas comme ça. Et pour éviter que ça se passe comme ça, à chaque fois que, du fait des prérogatives régaliennes d'un gouvernement, des personnes, des manifestants sont convaincus de port d'armes, de saccage, de vandalisme et de menaces jamais voilées, le gouvernement prend ses responsabilités. Pourquoi? Pour la paix et la sécurité des biens et des personnes. Djibril Ning, les manifestations qui sont souvent interdites, les Nations Unies s'inquiètent au Sénégal aujourd'hui que ça devienne systématique, ces interdictions. Oui, tout à fait. Il y a lieu, je pense, de s'inquiéter effectivement, parce que justement c'est un droit constitutionnel. Et au Sénégal, on n'est pas dans un régime d'autorisation, mais dans un régime déclaratif. Excellent. Il est important de faire la différence. Dans un régime déclaratif, on informe le gouvernement. Parce que, suivant la Constitution également, tous les droits sont exercés dans le cadre des lois et règlements. Ce n'est pas parce qu'on a un droit qu'on l'exerce n'importe comment. Alors,
il y a 2 raisons cumulatives, n'est-ce pas, 2 facteurs cumulatifs dans la loi 7802 qui réglemente l'organisation des manifestations, qui, lorsqu'elles sont réunies, justement, peuvent permettre à l'autorité préfectorale de demander qu'il soit sursis à la manifestation, mais pas qu'il interdise. Il peut demander que la manifestation soit différée, soit reportée, qu'il soit sursis. Mais même le terme d'interdiction, ça sous-entend une possibilité, une prérogative d'autorisation. Voyez, même nous-mêmes, nous faisons le péché en parlant d'autorisation. Il n'y a pas ici d'autorisation parce que c'est un droit constitutionnel. Alors, dans le dialogue politique, on en a débattu et sous l'angle justement de dire que le préfet, lorsque le préfet n'interdit pas, lorsque le préfet n'entérine pas la déclaration de manifestation, demande son report ou que ça soit différé, il doit le faire suffisamment tôt, 72 heures avant, pour permettre aux organisateurs de saisir le juge des référés, qui statue sans délai pour dire le droit, et à ce moment-là, permettre aux ayants droit de pouvoir manifester. On a vu que le juge des référés a condamné à plusieurs reprises les préfets sur des manifestations qui ont été interdites. Alors, la question que ça pose, c'est que, quelque part, la loi 7802 est obsolète et désuète. Il faut la revoir et la mettre en phase avec la Constitution. Le temps que nous avons pas terminé. Merci évidemment Djibril Ning. Merci L'exécutif de la PACT, la plateforme des acteurs de la société civile pour la transparence des élections. Merci Abdoul Aziz Diop, conseiller spécial à la présidente de la République. Au micro, Alassane Samba Diop, technique Biran Cissé. Excellent dimanche à tous. Vous écoutez